Relâcher pression après toute une semaine de travail, il le faut, et pour ce faire, le grand rendez-vous se propose de vous accompagner dans cet exercice de bien-être. Le contenu de notre programme, chers amis, ce programme de télévision du soir, vous allez le découvrir très vite, mais pas avant notre météo. Et bien voilà, c'était là l'expression du ciel. Pour le compte de demain, samedi, pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs de cette émission. C'est le grand rendez-vous. Un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous installer confortablement pour que l'aventure démarre. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? On va s'intéresser au maquillage artistique et de notre point de vue, il se révèle être le coup de pinceau qui nourrit l'imagination. Un make-up artiste va nous en dire davantage dans la rubrique beauté au pluriel. Les femmes, ce n'est pas que la beauté physique, c'est aussi et surtout le potentiel en management, en leadership. Et pour le réussir, il vaut mieux s'y prendre très tôt, ce que nous dira notre coach en développement personnel, Laurence Kiki, dans la rubrique Espère. Un autre tour d'horizon aujourd'hui nous conduira dans une performance artistique. Oui, de quoi il s'agit concrètement, c'est à découvrir. Et puis, nature et bien-être aborde la protection des côtes. Nous en avons combien au Bénin? Sur quelle superficie s'étend donc notre côte? Nous allons en parler avec notre invité Philippe Zoumenou. Alors, le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Ce soir, c'est avec Ulvaïus Balogun. Ulvaïus, bonsoir à vous. Bonsoir Karamat Aguadaou. L'homme tout noir vêtu aujourd'hui, c'est un plaisir en tout cas de vous retrouver pour le journal. Alors, mais avant, on va faire d'abord les titres que nous réserve l'édition d'aujourd'hui. Avant de vous dire ce que nous réserve l'édition de ce soir, permettez que je vous dise que vous êtes tout en beauté. Alors, dans l'actualité, ce soir, nous irons tout droit au carrefour séminaire à Tropokodi pour faire le constat d'un accident de la circulation entre deux gros porteurs qui ont occasionné de nombreux dégâts matériels. Heureusement, pas de pertes en vies humaines. Quelle alimentation adopter quand une femme est enceinte pour bien combler ses besoins alimentaires? Un nutritionniste conseille les femmes en état de grossesse dans l'édition de ce soir pour les aider à bien prendre soin de leur santé et également celui de leur bébé. Enfin, Rebecca Adjinankou est allée à la découverte de deux icônes du théâtre béninois, Eliane Chagas et Kofi Gaou. Leur portrait est à suivre dans l'édition de tout à l'heure.
Merci beaucoup. Je vois que Ulvaeus a hâte de nous livrer tout son contenu en même temps, mais on va vous demander tout simplement d'aller nous attendre. On va vous retrouver dans 40 minutes à peu près pour le développement. Merci Ulvaeus. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Karamata Wataou. Eh bien voilà, les bonnes choses ont déjà démarré par le contenu de ce que nous mettons dans notre émission aujourd'hui, par les titres du journal. Eh bien nous allons ouvrir le bal des rubriques. Voici pour vous, pour commencer, Nature et bien-être. En début de semaine, le lundi, on a parlé de la protection des berges lagunaires. Alors pour aujourd'hui, toujours protection, on va parler cette fois-ci de la protection des côtes. Quelles sont les actions qui sont menées ici au Bénin pour une optimisation des actions? On en parle après avoir regardé ce reportage de Sylvania Tchano sur le sujet. Une descente conjointe des responsables du ministère du cadre de vie et ceux de l'Agence nationale du domaine foncier. Une descente pour mettre fin au morcellement de la zone côtière. Il est question ici de procéder au marquage systématique de cette partie de Cotonou-Est, la protéger contre toute occupation anarchique et contre l'érosion côtière. Les espaces que nous avons gagnés sont en train d'être, je vais dire, agressés, ce que nous ne pouvons pas permettre. Aujourd'hui, nous avons commencé une opération qui, à terme, vise à sécuriser définitivement tout le périmètre du projet et d'ailleurs, d'une manière plus générale, toute la bande littorale qui bénéficie donc au regard de la loi littorale d'un caractère particulier. Et aussi le comité de suivi, de surveillance qui avait été mis en place par le ministère du cadre de vie, qui a permis d'avoir ces premières informations. Nous sommes là aujourd'hui pour apposer des plaques de sécurisation. Et ces plaques seront apposées tout le long de la côte de Cotonou-Est, sur lesquelles actuellement les travaux de mise en place des épis sont en cours et de renforcement de remblais par du sable dragué. Plusieurs actions sont menées depuis la construction d'épis allant dans le cadre de la sécurisation de la côte est de Cotonou. Il y a entre autres la mise en place d'un comité de surveillance de la plage. Elle fonctionne 24 heures sur 24. On a mis en place un comité de surveillance de la plage qui travaille avec des points de contact dans chaque localité. Les associations de développement, les élus locaux, etc., qui nous renseignent sur les éventuels cas d'actes inciviques posés par nos citoyens. Et lorsque nous avons été informés, nous sommes déplacés sur le terrain et nous avons enclenché toute la procédure. Le dispositif de surveillance également passe par la réalisation des travaux de nettoyage et de sécurisation des plages confiés au ministère du cadre de vie. La présente action de marquage de la zone côtière à l'est de Cotonou va s'étendre sur tout le littoral. Elle vise à protéger et à sécuriser à terme les 125 km de côte du Bénin. Voilà, merci beaucoup à vous, Sylvania Tchano, pour ce reportage. Monsieur Philippe Zoumenou, coordonnateur du projet de protection du littoral contre l'érosion côtière. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous, est-ce que c'est la partie est seulement qui est touchée quand on parle oui, voilà, par rapport à nos côtes? Ouais, il faut dire que lorsque nous parlons d'érosion côtière sur le littoral béninois, il n'y a pas que la côte à l'est de Cotonou. En 2016, vers la fin de l'année 2016 déjà, nous avions réalisé un plan d'investissement multisectoriel qui nous a permis de caractériser toute la zone littorale, qui fait une longueur de 125 km. Donc notre pays dispose de 125 km de côte. Et sur ces 125 km, à travers ce plan, nous avons identifié plusieurs segments. La côte à l'est de Cotonou, oui. La côte autour de la zone touristique de Ouida, qui est au centre, et la côte entre Ilakonji et Grand Popo, qui est également un segment critique parce que subissant dangereusement les affres de l'érosion côtière.
Mais est-ce que ces différents segments subissent l'érosion côtière de plein fouet au même titre? C'est ce que je vous disais. Oui. Lorsqu'il n'y avait aucune intervention sur la côte à l'est de Cotonou, nous enregistrions beaucoup de dégâts matériels et parfois des dégâts humains. Avant 2016, je peux vous dire que dans la zone d'Akokwa de Domaine, on enregistrait environ 2 à 3 décès d'enfants qui sont surpris en plein sommeil la nuit par les vagues, par invasion marine. Wow. Mais depuis que nous avons finalisé le projet et que les travaux de rechargement ont été faits, les espaces qui doivent être libérés ont été libérés, depuis 2017, je crois que les populations sont tranquilles aujourd'hui. Est-ce que c'est pour dire que les actions sont arrivées à leur terme ou bien c'est maintenant que le plus dur veut commencer? Vous savez, dans le domaine de l'érosion côtière, nous gérons une thématique environnementale qui est associée aux impacts des changements climatiques aujourd'hui, parce qu'on ne parle plus aujourd'hui d'érosion côtière sans parler de changement climatique. Et donc, c'est un phénomène environnemental qui a ses évolutions et par rapport auxquels nous devons intervenir en temps réel. Les travaux qui se réalisent aujourd'hui visent à sécuriser définitivement la côte à l'est de Cotonou par l'installation des ouvrages de protection en enrochement, ce qui a été fait, et le rechargement de plages pour nourrir le système. Notre côte, tel que ça fonctionne, les études ont révélé que la seule implantation ou la seule construction des ouvrages de protection tels que les épis ne suffirait pas pour gérer durablement le phénomène. Il faut à cela ajouter donc le rechargement de plage. Et ce rechargement de plage, il faut bien le préciser, nous sommes en milieu sédimentaire, les vagues sont permanentes, ce n'est pas parce que nous avons mis un épi que la mer ne va plus faire ses mouvements, la mer va continuer de faire ses mouvements, mais les épis constituent des pièges à sable, en fait des blocages pour le transit sédimentaire, pour empêcher, disons pour minimiser pratiquement la vitesse de transit sédimentaire. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en absence des ouvrages, le sable part en grande quantité, sort du système, d'où l'érosion. Mais lorsqu'il y a un ouvrage en présence, l'ouvrage bloque le transit, diminue la vitesse de départ. Et donc, le trait de côte, la dynamique du trait de côte est maîtrisée. Et donc, il y a des périodes où nous allons enregistrer de l'engraissement, mais il y a d'autres périodes de l'année où nous allons enregistrer un certain départ des sédiments. Mais tout ça doit être suivi pour qu'en temps opportun, et ce changement-là se fera en combien de temps? On puisse intervenir par des entretiens périodiques, soit recharger à nouveau, ou bien intervenir sur un ouvrage ou un autre pour permettre au système de tenir durablement. Sur une bonne durée. Et ces interventions se font à quelle période? Vous savez, dans le cadre du projet, c'est maintenant, après avoir fini d'installer les ouvrages, que nous avons rechargé. Lors des études, nous avons des projections sur l'évolution du trait de côte, aussi bien à l'intérieur du système qu'en dehors du système. Et nous rappelons qu'à l'extérieur du système, c'est-à-dire à l'est de l'ensemble des ouvrages qui ont été mis en place, le départ de sédiments est plus grand, l'érosion est plus grande. C'est pour ça qu'au terme des travaux additionnels, il a été retenu de faire un rechargement massif de plus d'1 million de mètres cubes pour amortir l'érosion conceptuelle, nourrir le système et observer. Donc le monitoring fait partie de l'une des actions très importantes que nous avons mis en place et que nous devons réaliser tout le temps que les épis vont durer. En dehors de ça, le rechargement périodique dont je parle, dans une année, nous avons 2 saisons, nous avons 2 périodes de saison. Une saison favorable, où les vagues sont calmes et où la plage se recharge naturellement. Mais nous avons une autre saison où les vagues sont plus violentes, plus agitées, et pendant cette saison, ces vagues-là entraînent un départ plus ou moins important donc, de sédiments. Et quand on fait le bilan, en fait, quand on fait le bilan sédimentaire à la fin d'une année, de ces 2 saisons, le trait de côte ne doit pas bouger. Le trait de côte, au final, est stable, en fait. Donc, c'est un peu le rôle des ouvrages que nous avons mis en place. Et notre objectif, notre devoir, c'est de suivre le fonctionnement de ce système et de voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire en son temps.
Mais jusqu'à ce jour, je puis vous dire que les résultats que nous avons sur le terrain rencontrent les prévisions conceptuelles et nous confortent dans la position selon laquelle le système qui est mis en place a un bon fonctionnement. Voilà, il rassure. On se rend bien compte là avec tous vos développements que les choses évoluent tout doucement, Monsieur Philippe Zoumenou. Mais je voudrais savoir que toutes ces actions menées ne sont pas que du ministère, hein. Il y a aussi les populations, je me demande, qui interviennent. On a écouté dans l'élément qui est passé tout à l'heure, les populations qui parfois vous informent de certains actes d'incivisme. Quelle autre action ces populations-là essaient de mener à vos côtés dans cette lutte? Et d'abord, il faut reconnaître ici que la réussite de ce projet a été possible grâce à l'accompagnement des populations riveraines. Voilà. Que je voudrais remercier à l'occasion. Ouais. Et donc, dans le cadre de la réalisation du projet, nous avons travaillé avec les populations pour libérer les espaces, les mettre à disposition de l'entreprise pour soit constituer les aires de stockage, soit ancrer les ouvrages, etc. Les populations nous ont accompagnés dans le suivi même des travaux. Nous avons un comité de surveillance environnementale, l'élément vient d'en parler. Et dans ce comité, il y a nous-mêmes, l'administration, il y a les représentants de l'entreprise, il y a les représentants de la mission de contrôle, et il y a également les représentants des élus locaux. Donc, ils ont les conseillers locaux qui nous ont, disons, vraiment accompagnés en nous renseignant, en nous orientant dans certains choix par rapport donc à l'organisation des travaux et à l'organisation des différents sites de construction. Et c'est le moment vraiment de les remercier, de dire qu'elles continuent comme ça pour que les autres projets du PAG puissent être une réussite dans toutes les localités où des travaux d'envergure ou des travaux du PAG sont programmés et sont en cours. Est-ce qu'avec ce travail que vous avez commencé, on peut espérer dans 5 ans, 10 ans, que nos côtes soient vraiment sécurisées et ne soient plus dans l'emprise, hein? Ce n'est pas que les populations ne s'y retrouvent pas. Vous savez, le phénomène incriminé dans l'élément, à savoir le morcellement des espaces que nous venons à peine de recharger il n'y a pas 3 mois, nous en avons été informés par des riverains. Il y a à peine 3 mois. Nous avons rechargé certaines de ces plages il n'y a pas 3 mois. Parce que les travaux de rechargement ont commencé en octobre, Donc 2018. Il faut, M. Zoumenou, une veille permanente. Mais il faut une veille permanente. Et nous avons, avec ce comité, des inspections de routine que nous faisons toutes les semaines. En tout cas, nous on a espoir. Sur toute la zone du projet. C'est d'ailleurs ça qui nous a donné l'information. Et dès que nous avons eu l'information également, nous avons fait ce qu'il faut pour que les autorités nous accompagnent, les autorités donnent les instructions nécessaires afin que la sécurisation proprement dite puisse commencer. La sécurisation a commencé, nous n'avons pas fini, mais nous continuons. Le travail commencé va être achevé pour de beaux résultats et c'est à l'actif de tout le Bénin tout entier. Merci beaucoup, M. Philippe Zoumenou. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que vous êtes le coordonnateur du projet de protection du littoral contre l'érosion côtière. Rapidement, en 5 secondes. En 5 secondes, oui. Les travaux de protection côtière ne se déroulent pas seulement à Cotonou. Nous avons 3 segments, j'en ai parlé. Sur le centre, les travaux se poursuivent également par la construction d'une digue immergé à Vlekete et ça se poursuit. Sur la Kondi Grand Popo, nous avons également les actions. Merci beaucoup. On va vous rappeler, si ça ne vous dérange pas, si votre agenda le permet, bien sûr, avec d'autres acteurs pour débattre de la question. Merci beaucoup, Merci, en tout cas, madame. pour vous, pour ces informations ce soir. Marshall Bettero, c'est vrai, j'ai vu, le temps, c'est le temps. On passe à présent à la rubrique beauté au pluriel. Je le disais dans le sommaire, nous allons nous intéresser ce soir dans la rubrique beauté au pluriel, au maquillage artistique. À quoi répond le maquillage artistique? Quels sont les outils pour le réussir? Et finalement, quelles sont les parties sur lesquelles on peut apposer ce maquillage artistique? En tout cas, tous ces différents points seront abordés dans la rubrique qui va suivre tout à l'heure. Mais nous allons, comme nous savons si bien le faire, planter le décor de la rubrique avec cet élément. Ornella Rwansou a un shooting ce soir. Pour se rendre belle et surtout sortir de l'ordinaire, elle a opté pour le maquillage artistique. Au bout de
quelques instants, la cliente s'installe. Pour être dans la peau d'une autre personne de temps en temps. Donc je viens me maquiller. Pour la séance, divers outils sont disposés sur la table. Au bout de quelques instants, la maîtresse des lieux prend des dispositions pour satisfaire ses désirs. C'est juste pour un shooting, anniversaire ou quoi, elle me dit. Et puis par rapport à ça, moi je lui donne des conseils, quoi. Enfin, je lui propose des choses et puis on choisit ensemble. La maquilleuse s'est mise à la tâche et au bout de 30 minutes, les choses se précisent. Ornella incarne enfin le personnage qu'elle a tant désiré. Paraître une reine le temps d'une séance photo. Avec ce type de maquillage, la cliente s'est retrouvée plus belle qu'à son arrivée. Le résultat en dit long. Avec la proposition de la maquilleuse, on a décidé de faire ce make-up-là. Il faut constater comme moi-même, je suis différente et ça fait du bien. Alors on vient de faire un make-up tribal. Voilà. Parce qu'elle a envie de faire un shooting, photo pour son propre plaisir. Et son thème, c'est ça. Un truc tribal, la tribu et tout. Donc j'ai eu l'idée de lui faire un truc du genre avec le foulard, ce qui fait plus naturel, femme africaine et tout. J'ai pas que 25 000. Oui. Oui, parce que c'est du boulot en fait. Il faut d'abord faire le maquillage normal, comme on dit, et après aller le côté artistique, quoi. On met un peu d'art dedans et tout. Et puis il faut travailler son imagination. Le maquillage artistique est utilisé parfois pour les scènes de théâtre et de cinéma. Pour avoir un résultat parfait, le make-up artistique permet au maquilleur d'exprimer sa créativité. La connaissance pointue du matériel et des produits est aussi indispensable. Bon, moi je me demande à quoi ça va ressembler le maquillage vintage. C'est juste un exemple parce qu'on a entendu dans cet élément le maquillage tribal. Fulgencia Rontondi, bonsoir. Bonsoir Karama. Je voudrais juste savoir avec vous, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce sujet? Parce qu'il est intéressant, parce qu'il est d'actualité? Oui, très d'actualité parce que de nos jours, vous n'êtes pas sans savoir qu'on organise pour nos fêtes, nos anniversaires, des séances de shooting. Ce qui a d'ailleurs amené cette cliente à aller vers ce salon de coiffure. Merci beaucoup. En tout cas, je vous laisse avec Lionel Haro, qui est votre invité. Voilà, make-up artiste ou body painter. Il préfère. En tout cas, je vous laisse vous entretenir avec lui, Fulgencia Rontondi. Eh bien, aujourd'hui, je vous l'avais déjà dit, nous allons parler du maquillage artistique. Ok, pouvez-vous nous dire quel est le pouvoir du maquillage artistique? Je dirais que le maquillage artistique a le pouvoir de transformer la personne et de l'amener dans une certaine réalité, dans une certaine, dans une certaine situation donnée. Genre, l'adapter à une situation donnée, l'adapter à un rôle. Donc le maquillage artistique, c'est plus pour les événements, donc parfois peut-être des anniversaires ou peut-être des séances de shooting ou même pour des films, voilà, des scènes et tout. Mais est-ce qu'on peut dire que grâce au maquillage artistique, on peut voyager, on peut nourrir son imagination? Bien sûr, je dirais que le maquillage artistique, c'est essentiellement de l'imagination. Il faut puiser dans son imagination pour pouvoir reproduire quelque chose d'assez différent, d'assez créatif. Voilà. Donc, c'est essentiellement, surtout pour ce que moi je fais, c'est essentiellement de l'imagination. Ce n'est pas de la reproduction, le make-up artistique. Et à travers ce maquillage, est-ce que vous transmettez quand même des messages? Bien sûr. Je pense que derrière tout travail, il doit forcément avoir un message.
C'est le but d'ailleurs. Donc, à travers moi, toutes mes œuvres, tous mes travaux, il y a toujours un message derrière. C'est peut-être pour montrer notre appartenance à une tribu ou bien l'appartenance à qu'on appelle à un continent. Voilà, un continent. Parce voilà, que valoriser. Quand on prend l'Afrique, c'est quand même des tissus. On en a vu avec cette dame-là pour sa séance photo, ensemble avec sa maquilleuse. Elles ont préféré avoir un tissu pour rappeler un peu les origines africaines. Exactement, justement, valoriser l'Afrique, valoriser notre continent. Et comme je le dis souvent, moi je travaille même parfois dans les couleurs du Bénin pour valoriser notre pays. Voilà. Donc vous jouez dans du vert, jaune, rouge. Oui. Fujin Saruntonji, ce sont des couleurs qui vous disent beaucoup, vous? Ben moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas remarqué, mais mes proches m'ont dit que j'aime beaucoup plus la couleur jaune. N'est-ce pas? Ouais. Alors, dans cet élément que nous venons de suivre, la dame, elle a parlé de maquillage ethnique, c'est ça? Et quels sont les types de maquillage que nous avons, artistiques? Oui. Bon, déjà, je dois le préciser, pour ce qu'on vient de suivre, en fait, la dame, elle est essentiellement maquilleuse. Elle travaille, elle a essayé de faire un maquillage ethnique, là, tout à l'heure. Okay. Moi, par contre, je fais du maquillage également, mais c'est plus dans le style face painting, body painting. Moi, je travaille essentiellement avec la peinture, par exemple. Et voilà, il faut préciser que nous avons le face painting, qui concerne le visage, pour tout ce qui est dessin sur le visage. Mais pour ces taches-là, je ne vous arrête pas, mais pour ces taches blanches que nous voyons là à l'écran, pour cette dame, vous pouvez regarder, est-ce que ce n'est pas de la peinture? Bien sûr, c'est de la peinture. Là, elle a ajouté de la peinture, mais elle a fait à la base déjà un maquillage normal avant de travailler avec la peinture. Ouais. Donc là, par exemple, c'est un face painting qu'elle a fait. D'accord. Elle a fait son maquillage à la base, mais après, elle a fait un face painting. Et le face painting, c'est ça qui est essentiellement, c'est le fait de faire des dessins, des dessins tribaux sur le visage et tout. C'est ça qui est le face painting. Maintenant, il y a le body painting. Le body painting, c'est le volet qui concerne tout le corps. Wow. Voilà. Il faut travailler sur tout le corps nu. J'imagine, j'espère qu'on aura une séance comme ça. Je souhaiterais bien pour qu'on puisse venir avec ces images pour le plaisir des téléspectateurs. Body painter, c'est carrément tout le corps qui est peint. Bien sûr. Et pas avec nos produits de maquillage habituels, mais peinture. Avec la peinture. Wow. Alors, dites-nous, moi je suis bien curieuse là. J'imagine Jamène Karamat faire un body painting. Je serai là avec elle ou vous êtes seule avec la cliente? Comment ça se passe? Ça va dépendre justement. Si la cliente accepte que vous soyez présente, il n'y a pas de souci. Mais pour des raisons, parce que le plus souvent, on travaille dans l'anonymat. Voilà. Si c'est peut-être des œuvres qu'on aura publiées, on travaille dans l'anonymat pour qu'on ne puisse pas savoir de qui il s'agit. Et maintenant, si c'est pour une cliente, donné qu'elle accepte qu'on lui fasse des shootings et tout avec son visage, on travaille de façon normale. Si elle accepte que vous soyez présente, vous serez présente pour qu'on puisse faire le travail. Mais si elle veut être seule avec le body painter, elle reste seule avec le body painter et puis on travaille. Voilà. Et à part la peinture, quel est l'outil que vous utilisez en plus? Je dirais que j'utilise essentiellement de la peinture, juste que c'est sous différentes formes. Il y a des peintures dans les marqueurs. Il y a des peintures que j'utilise normalement, la peinture gouache par exemple, avec des pinceaux. Et il y a d'autres peintures, c'est sous forme de marqueurs et je travaille directement avec ça. Mais est-ce qu'après l'utilisation de ces produits-là, est-ce que ça s'enlève facilement? Oui, ça s'enlève facilement. Ça s'enlève facilement. Après combien d'heures? Regardez tout ça par exemple. Ça c'est pour Halloween. Ça c'est pour Halloween, je crois que c'est fin octobre. Fin octobre, Halloween. Wow, ça c'est de la peinture tout ça, hein? Oui, c'est de la peinture. Lionel, qu'on voit. C'est de la peinture. Mais après... ça s'enlève après une douche, bien sûr. Et... De combien d'heures? Il faut passer 3 heures, hein, j'imagine. Non, pour les produits que moi j'utilise, par exemple, juste avec de l'eau et du savon, ça s'enlève facilement. C'est des produits adaptés pour le corps et voilà. Mais après, est-ce que ça n'a pas d'inconvénient sur la peau, sur la santé? Non, aucun inconvénient, bien sûr. C'est pour ça qu'on utilise essentiellement ces produits-là et qu'on n'utilise pas les peintures pour, par exemple, les murs pour les tables et tout. Non, c'est des peintures qui sont faites pour le corps. Cette peinture, elle est différente de ce qu'on utilise pour nos chambres, nos salons. Exactement. Vous permettez, Fujin, j'ai une toute petite question encore à notre invité. C'est vrai que quand on parle d'art, l'artistique et tout, c'est tout ce qui concerne l'imagination. Est-ce que vous pensez qu'avec votre travail, body painter, vous allez vraiment au paroxysme de votre imagination? Parce qu'on l'a dit, c'est le coup de pinceau qui nourrit l'imagination. Est-ce que vous confirmez cela?
Exactement, c'est le coup de pinceau qui nourrit l'imagination. Et je pense pour ma part que j'arrive quand même à atteindre la limite que j'ai. Enfin, c'est vrai qu'on ne finit pas forcément de représenter ce que notre imagination nous transmet, mais je pense que je suis quand même assez satisfait du résultat que j'ai lors de mes séances de body painting et tout. Voilà. Et bon, je tiens aussi à préciser que ça dépend. Également, il y a des événements pour lesquels ce n'est pas forcément aussi de l'imagination. Là, je tiens à préciser, c'est beaucoup plus sur la demande. Parce que des fois, je travaille avec des enfants pour des événements des anniversaires. Et par exemple, ils aiment se retrouver dans des super-héros, dans la peau des super-héros. Ah, ils adorent ça, ces enfants. Ah, ben ils adorent. Surtout les garçons. Ah voilà. Oui, être le Spider-Man. Exactement, Batman. Batman ou Panther. Voilà, Black Panther. Voilà. C'est Black Panther. Voilà. Mais je ne sais pas si le Rialo peut nous aider à avoir les images là. On a vu des photos des dames. Elles sont enceintes, mais quand même, elles se font maquiller le ventre. Avec le bébé. Exactement. C'est aussi une autre manière d'immortaliser la période de grossesse et tout. Et nous, en tant que body painter, on essaie de leur apporter une touche artistique et tout. Et sur le ventre, on décore en quelque sorte le ventre, soit on dessine le bébé sur le ventre, ou soit on écrit un petit message avec différentes couleurs pour qu'elle puisse faire un shooting. Oh, mais regardez que c'est beau. C'est très beau. Ça me donne des envies. Hein? Il y a le soleil. Je crois déjà nous sommes en Afrique. Oui. Le ciel qui est bleu, le soleil qui annonce le bébé. De très bonnes nouvelles et le bébé quelque part qui est couché sur une feuille. Waouh, c'est très beau. Fujisa Wuntonji. On retient juste qu'avec le maquillage artistique, on a la possibilité d'égayer nos événements. Voilà. Donc pour mon anniversaire, je peux opter pour le maquillage facilement. Bien sûr, artistique. Ouais. Je vais tenter le coup et je vais conseiller aussi mon entourage sur ça. Merci beaucoup en tout cas Lionel Fujisa Wuntonji. À moins que vous ayez un dernier mot pour les amis téléspectateurs. Non. Non. Merci beaucoup. À part dire bon début de week-end à tout un chacun. Merci, voilà. C'était donc la rubrique beauté au pluriel, tout ce qui est beau, parce que nous avons eu droit à un mélange, un éventail de couleurs, de dessins dans cette rubrique. C'était donc beauté au pluriel. On passe à l'espère. Voilà, Laurence Kiki, coach en développement personnel. Bonjour, madame. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. On peut dire aussi bonjour parce qu'on ne s'est pas vu de la journée. C'est notre premier contact du jour. Donc le bonjour aussi, il passe. Ça passe, oui. Comment vous allez? Très bien, madame. Moi, j'adore ce que vous avez sur la tête. C'est l'expression, on parlait tout à l'heure de l'Afrique et tout. Ça rappelle aussi nos origines, nos sources. Oui. Merci en tout cas de votre présence. On parle aujourd'hui avec vous de leadership féminin et on se dit, c'est sûr que dès qu'on commence très tôt, c'est toujours mieux d'avoir de bons résultats. Et spécialement ce mois-ci, comme nous sommes dans le mois de mars, le mois de la femme, nous sommes en train d'honorer la femme et la jeune fille. Et vous avez fait l'option de descendre dans les collèges et lycées du Bénin. On va revenir un peu sur comment est-ce que vous avez pu opérer ce choix-là, où finalement vous avez décidé de retenir 800 jeunes filles qui vont suivre une formation. Alors quel est le but au finish? Si vous connaissez bien Angélique Kidjo, vous connaissez bien Maître Marie-Élise Bédo, ce sont des icônes. Ce sont des icônes, des modèles. Des modèles de femmes qui se sont battues pour défendre la femme contre vents et marées. Et nous avons observé combien de fois elles sont en train de trancher dans le monde actuellement. Alors, pour cibler aujourd'hui la jeune fille qui va devenir ce type de modèle, nous commençons par les écoles, d'accord, les cours primaires. À partir de 7 ans, nous estimons que l'enfant doit un peu déjà se connaître, connaître un peu ses potentiels, se découvrir, accepter d'être bâti, d'être équipé. Jusqu'à atteindre l'âge de 15 ans, un enfant devrait être en mesure de nous dire exactement qui il doit devenir dans la vie. Donc, passer l'étape des 15 premières années, quand un enfant n'arrive pas à dire avec précision ce qui le motive, son rêve plus tard, c'est un échec, c'est ça?
Je ne saurais dire que c'est un échec, mais je pourrais dire que c'est une saison qu'il est en train de perdre. Parce que vous savez, plus tôt vous connaissez votre vision et plus vite vous allez la réaliser. Imaginez quelqu'un qui découvre sa vision à 40 ans et quelqu'un qui découvre sa vision à 15 ans. Et Angélique Kidjo n'a pas découvert sa vision à 30 ans. Elle a découvert sa vision très tôt. Après 6 ans, elle a déjà commencé par monter sur les podiums, chanter, faire les ballets. Et il a même dit qu'à l'école, elle ne s'en sortait pas bien. À l'école, elle ne faisait pas partie des enfants les plus brillants. Des meilleurs Non, pas du tout. On se moquait même d'elle à la limite parce qu'elle était plus attirée vers aller chanter, aller faire les ballets. Et très tôt, pour ça, je félicite ses parents parce que très tôt, qui ont découvert que oui, cette fille a la passion pour la musique, il faut l'orienter directement. Cela ne sert à rien de perdre 20 ans et de se retrouver après, plus tard, pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ah, mais ça veut dire que ce séminaire que vous allez offrir à ces jeunes filles-là, ce n'est pas forcément pour les encourager à continuer leurs études, à aussi les aider à voir si éventuellement elles avaient d'autres ambitions à part ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui. Oui et non, parce que oui, nous les encourageons à continuer les études. D'abord, bien sûr, mais notre éducation est conçue de manière à ce que nous sommes focalisés, bornés sur les études jusqu'à 25 ans. Et les parents se retrouvent avec un enfant de 25 ans, 30 ans à la maison et sont confortables avec cette réalité. Je voudrais savoir alors quels sont les différents axes sur lesquels cette formation va se dérouler. Oui, disons que ce serait une journée qui serait bien achalandée parce que nous aurons des autorités que nous avons invitées, des femmes, des médecins. Et le maître Marie-Élise Guedo aussi serait présente avec le docteur Tony Fodé qui seront reçus comme dans un panel de discussion pour partager avec les filles leurs expériences, les difficultés rencontrées en tant que femmes, comment les surmonter, les relations amoureuses en milieu scolaire, comment les éviter et les affres de la télécommunication que vous connaissez aujourd'hui, tout ce qu'on nous fait montrer à la télévision et dans nos téléphones, est-ce que c'est vraiment utile? Comment tirer le bon de tout ceci et pouvoir atteindre son but? Parce que si je tombe enceinte à l'âge de 15 ans, qu'adviendra-t-il de moi plus tard? Alors, tenez-vous bien, nous avons plus de 2763 jeunes filles qui tombent enceintes chaque année au Bénin. C'est une catastrophe. Oui, oui. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de nous retrouver avec une bombe atomique qui nous attend. Alors, 55% de filles... C'est quoi cette bombe-là? Je suis tentée de vous demander de quelle bombe? Pas de la bombe. Oui, nous allons nous retrouver avec des filles incompétentes, des femmes ménagères, des femmes qui hésitent seulement pour pondre des enfants et s'en occuper à la maison. Alors qu'aujourd'hui, ce modèle de femmes que nous sommes en train de promouvoir, ce sont des femmes qui contribuent aussi au développement de la nation. De leur communauté, de la nation, de l'Afrique. Parce qu'elles doivent être aussi bien efficaces à la maison en tant que mère, en tant que femme, aussi bien efficaces dans leur métier, efficaces dans le développement de la nation. Alors, c'est très intéressant ce programme-là pour les jeunes filles. Je voudrais rapidement savoir c'est quelle tranche vous visez. C'est à partir de... Nous visons à partir de 12 ans jusqu'à 22 ans. Parce que nous aurons les collèges, les universités privées, publiques, qui seront réunis. Nous avons plus de 20 écoles qui seront réunies et nous avons aussi ces enfants-là que nous recevons en cours privé qui seront présents pour bénéficier de toutes ces activités que nous allons faire ce jour. On loue vraiment cette initiative de vous, n'est-ce pas, ce programme intéressant, mais on se demande est-ce qu'il va s'arrêter juste en quelques heures la formation? Est-ce qu'il y a un suivi qui va se faire pour ces 800 filles sélectionnées? En fait, nous existons pour cette vision. D'accord. Alors, c'est déjà dans nos plannings quotidiens de passer dans les écoles pour coacher, encourager, motiver, aider ces enfants très jeunes à se connaître, à découvrir leur potentiel et à les maximiser. Donc, ce sont déjà ces écoles qui nous connaissent, ces enfants nous connaissent pour la plupart et qui seront suivis dans un mentoring après cette journée du 30, c'est-à-dire demain,
Donc, après cela, nous aurons maintenant des clubs dans les écoles pour les suivre à court et à moyen terme afin de s'assurer qu'elles vont réellement pratiquer les principes du succès que nous aurons pu les inculquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enfants sont connus de votre association depuis des années, déjà que vous êtes à la 4e édition cette année. Oui. Donc, c'est un suivi qui se fait dans le temps. Et à quel moment on va faire le bilan et pouvoir voir ce que vous avez pu apporter à cette couche de notre jeunesse? Disons que le bilan se fait quotidiennement parce que nous avons déjà des résultats. Nous avons déjà des enfants de 13 ans qui ont déjà écrit des livres. Nous avons une fille de 13 ans qui a déjà sorti 3 livres. Nous avons une fille de... Souvent les filles. Nous avons un jeune homme de 19 ans qui a ouvert son entreprise. Nous avons plusieurs enfants qui sont aujourd'hui en train de nous dire exactement qui ils seront demain. Déjà à 14 ans, à 15 ans. Donc, c'est déjà des résultats que nous sommes en train de réunir et nous y travaillons quotidiennement pour plus de résultats. Et j'imagine que dans ce programme, forcément, les parents ont leur main là-dedans, ils mettent la main à la pâte. Rapidement, de quelle manière ces parents-là, ils sont associés à ce rendez-vous de coaching, de mentoring? Oui, c'est vraiment hallucinant de voir des parents, par exemple des mamans qui viennent dans notre association le dimanche. Elles viennent avec leur ordinateur ou leur calepin pour travailler. Elles sont dans une salle et leurs enfants sont en train d'être formés dans une salle et elles attendent jusqu'à la fin pour récupérer leurs enfants. Vous imaginez? Donc cela veut dire que les parents ont déjà compris que investir 80% de mes ressources à l'école, pour l'éducation de mon enfant, c'est très important, mais je dois également les guider sur d'autres plans, qu'ils doivent promouvoir sa croissance et son impact dans cette génération. Quand je vous écoute, je me dis, c'est sûr qu'il y a des enfants quelque part là qui nous regardent et qui disent, mais ça m'intéresse bien ce programme, mais pourquoi est-ce que je n'en fais pas partie? Mais rapidement, est-ce que vous avez sillonné tout le Bénin pour avoir ces 800 jeunes filles? Dites-nous. Bon, pas tout le Bénin. Pas tout le Bénin. Nous avons SOS Village des enfants de Calavi qui serait là. Nous avons également quelques orphelinats qui seront présents. Nous avons des enfants de Porto Novo qui seront là. Nous n'avons pas pu sillonner tout le Bénin tel que c'est dit parce que déjà nous avons une difficulté de salle. Ça va venir, hein? Ou bien vous ne rêvez pas Bien sûr, nous rêvons avoir une salle de 25 000 places. Oui, parce que la demande est grande. Et nous avons besoin de bâtir de nouveaux Béninois pour avoir une nouvelle Afrique. Wow. Rapidement, comment est-ce que vous avez pu opérer la sélection de ces jeunes filles-là? Oui, les jeunes filles ont été sélectionnées déjà à partir de la 6e. Et un concours, non? Oui. Oui, il y a une compétition en oratoire, ce jour, parce que c'est en 2 volets. Il y a le volet renforcement de capacité et il y a le volet compétition en oratoire. La compétition en oratoire serait portée autour du thème « She believes in Africa ». Ça veut dire elle croit en l'Afrique. Alors, les filles sont passées par des séances de renforcement. Elles ont été sélectionnées et au point où nous avons retenu maintenant environ 17 filles qui vont présenter ce jour-là les valeurs de l'Afrique, les potentiels, les richesses de l'Afrique et comment elles doivent contribuer au développement de cette Afrique qui est le continent le plus riche, mais malheureusement vu comme le continent le plus pauvre. Oui. Merci beaucoup, Laurence Kiki, c'est très intéressant. J'espère qu'on sera à ce rendez-vous. Hein, oui, je vous espère. Ah non, on sera là parce que ça nous intéresse. On va voir un peu comment est-ce que ces enfants-là essaient d'émerveiller les parents et vous-même en tant que coach. Merci en tout cas d'être passé ces mois. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu parmi nous ce soir. Alors, c'est sûr que si vous regardez votre horloge, il doit être 19h45 par là. Et monsieur Ulvaeus Balogun, tout noir vêtu, ce soir nous attend pour le développement des titres qu'il nous avait présentés au départ du journal.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, voici le sommaire de cette édition. De nombreux dégâts matériels au niveau du carrefour séminaire à Atropokodi. La cause, c'est un accrochage entre deux camions suite à un mauvais dépassement. Bien manger durant la grossesse, c'est simple. Et pourtant, certains aliments sont à proscrire car ils peuvent transmettre des maladies. Comment bien combler les besoins alimentaires d'une femme enceinte? La réponse est dans un instant. Et enfin, à découvrir dans cette édition également le portrait de deux monuments du théâtre béninois, Eliane Chagas et Kofi Gaou, qui continuent d'étinceler les planches. Je le disais dans les titres, le non-respect du code de la route et le manque de courtoisie sont encore à l'origine d'un accident de la circulation au niveau du carrefour séminaire à Atropokodi. À l'origine du drame, un accrochage entre deux camions suite à un mauvais dépassement avec pour conséquence un lampadaire public et un poteau à feu tricolore détérioré. Arnaud Adadia a fait le constat. Discourtoisie ou inconséquence, les deux éléments sont réunis dans cet accident. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Selon les premiers témoignages, c'est un camion complètement endommagé sans créer de pertes en vies humaines. Je garais à peine. J'ai entendu beau de derrière. Ah, ils étaient deux. Ils voulaient doubler. Ils m'ont dépassé. Ils prennent la route comme un jeu d'amusement. Moi, je venais de Godomé quand j'ai croisé les deux camionneurs transportant du sable. Visiblement, l'un n'a pas voulu céder la voie à l'autre. Aussitôt s'engage un duel. Dans la course-poursuite, le premier camion frotte le rétroviseur du second. L'autre voulant éviter le frottement, on ne sait comment, est-ce par défaut de maîtrise du conducteur, le contrôle échappe au camionneur. Et ce camion qui redescend d'un envol s'en va atterrir violemment. Et ce, heureusement contre les poteaux. Sinon, on parlerait actuellement de mort d'homme. Le défaut de tolérance entre deux camionneurs justifie l'incident. La destruction des infrastructures publiques acquises difficilement suite aux dégâts fâche ces usagers de la route. Ils vont attendre des années, des mois avant de pouvoir réparer. L'individu qui a gâté cela est obligé d'aller maintenant voir la mairie pour pouvoir poser ce qu'il a détruit. Et là, ensemble, ils viendront sur les lieux et constater les dégâts. Pendant ce temps, ça nous bloque la circulation. Il faudrait que l'État prenne des mesures afin qu'à chaque fois qu'il gâte ces infrastructures, il puisse payer à l'État. Sinon, ce n'est pas normal de détruire à chaque fois des infrastructures. Désormais, il faut plus de tolérance sur nos routes. Une femme enceinte ne doit pas manger 2 fois plus, mais plutôt 2 fois mieux. Sa santé et celle de son bébé en dépendent. Mais alors, on se pose la question de savoir de quoi doit être composée l'alimentation de la femme enceinte. Doit-elle se laisser aller aux excès? Eh bien, un nutritionniste, Félix Sonon plus précisément, répond à toutes ces questions au micro de Edwige Agossou, Robert Copin-Edor et Estelle Pazou. La femme enceinte étant une personne qui porte encore une autre personne, cela suppose que son alimentation doit être un peu plus particulière que les autres. En termes de quantité, nous pouvons dire que la femme enceinte doit augmenter en termes de valeur, si nous voulons chiffrer en kilocalories, à plus de 340 kilocalories de plus qu'en temps ordinaire, si par exemple elle est au deuxième trimestre. Par contre, au premier trimestre, son alimentation n'a pas besoin de trop varier. Et au troisième trimestre, elle doit encore augmenter plus l'apport énergétique à plus de 450 voire 500 kilocalories supplémentaires. Mais en termes de qualité, il est important de mettre l'accent sur un certain nombre d'aliments qui ont une certaine valeur nutritive dans la vie de la femme. C'est surtout les aliments qui vont lui apporter beaucoup plus du fer. Et dans ces aliments, vous convenez avec moi qu'il y a la viande qui peut apporter surtout les abats, le foie, les petits poissons. Tous ces aliments apportent beaucoup plus de fer. En plus de ça,
Elle a besoin de folate qu'on peut trouver aussi dans les aliments comme les laitures, les légumes, hein, l'avocat, etc. Et la femme doit apporter également de l'iode. Et cette iode, elle peut trouver ça dans le sel iodé que nous provenons chaque fois pour la femme quand elle veut acheter des sels alimentaires au marché, qu'elle mette l'accent pour acheter des sels iodés. L'abus de tout nuit. Et particulièrement pour une femme enceinte, c'est important d'éviter d'abuser des aliments. Sinon, l'enfant va grossir et va faire ce que nous appelons des enfants macrosomes, c'est-à-dire l'enfant de gros poids. Et tout ça génère des difficultés. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur comment composer le régime pour que ça soit vraiment un régime équilibré pour lui permettre donc d'avoir vraiment ce qui est essentiel pour son alimentation. Ils sont nombreux ces acteurs et férus de l'art dramatique béninois, mais ils sont très peu des icônes qui se surpassent pour donner le meilleur d'eux-mêmes et pour marquer à jamais l'histoire de la scène. Kofi Gaou et Elias Chagas sont deux trésors humains vivants dont les portraits sont ici revisités par Rebecca Adjinankou. Je dis Kofi Gaou et Elias Chagas sont deux icônes, les trésors humains vivants. Deux trésors humains reconnus et primés pour leur professionnalisme et leur attachement à l'art dramatique. Gardons notre étiquette identitaire, quelle que soit la modernité. Elle, c'est Eliane Chagas, un monument de la scène. Ses exploits sont imprimés dans la mémoire de plus d'un. Moi, je l'ai croisée il y a bientôt 30 ans. Elle est restée la même personne. C'est rare. En toute sincérité, elle est l'une des plus grandes figures féminines du théâtre béninois. Humble et modeste, des qualités qui font partie intégrante de son quotidien. Entre Eliane et le théâtre, c'est une histoire d'amour. Le théâtre, c'est ma vie. Malade ou en bonne santé, je suis dedans. Si vous croyez que vos soldats morts peuvent vous entendre, pourquoi ne leur demanderais-je pas si votre résistance est inutile? Lui, c'est un baobab des planches. Avec une vie consacrée aux arts scéniques, il continue d'impacter les amoureux du théâtre béninois. Kofi Gaou, c'est un personnage qu'il faut prendre comme il est ou le laisser. Mais pour moi, ce monsieur-là a apporté beaucoup aussi au théâtre béninois. Moi, j'ai fait Zamahara avec Kofi Gaou. Il est plus rigoureux que Eliane Chagas. Ou vous prenez, ou vous ne prenez pas. Né le 22 octobre 1947, le comédien béninois à multiples casquettes, Kofi Gaou, n'a pour mot d'ordre que la liberté d'expression. J'ai fait ce que j'ai envie de faire. J'ai suivi ma passion, ma vocation, mon militantisme et je trouve que là-dedans, je m'exprime. Pour ces deux monuments, l'ancrage pour une bonne relève reste et demeure la formation. Pour ceux qui ont choisi d'en faire carrière, moi je n'ai pas été à l'école. Quand ils montent sur scène, ils n'ont qu'à respecter le public qui est là. Il ne faudrait pas qu'ils viennent fabriquer des choses. Donc, ils n'ont qu'à prendre leur travail au sérieux et le tour est joué. Le théâtre, c'est un métier. Aujourd'hui, là, vous ne pouvez plus jouer à l'amateurisme. Bon, vous pouvez rester dans les couloirs, dans les fonds, comme les gens font le football dans le sable. Mais si vous voulez percer, aller loin, vous irez à une école. Vous devez faire des ateliers. Absolument. Ces deux figures de la comédie béninoise font la fierté de toute une nation. À travers leurs œuvres, ils ne cessent de laisser à la postérité un héritage plein d'enseignements. Au Sénégal, elle a été fondée en 1968 par le président Léopold Sédar Senghor. Sa mission, c'est de former une élite de médecins pour l'armée et la santé publique. Projecteur sur un établissement qui n'ouvre pas ses portes à tout le monde. L'école militaire de santé du Sénégal, comme si vous y étiez avec Oumou Baldé de la télévision sénégalaise. École militaire de santé, général Jean-Alfred Diallo, un parrain étroitement lié à l'histoire de cette institution. En effet, c'est en 1968, pendant qu'il était aux commandes des armées, que le projet de cette école a pris forme, sous le magistère du président Senghor. Avec pour vocation première,
contribuer à la politique de santé des armées, à celle de la nation plus largement. De former des officiers, médecins, vétérinaires, pharmaciens, chirurgiens dentistes pour les besoins de l'armée d'abord et aussi pour la santé publique. Cette mission n'a pas varié avec le temps. Elle a au contraire été élargie. Parmi les mutations, l'admission des filles. L'école militaire de santé a su préserver sa vocation initiale, former des élites dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire, l'odontologie et la pharmacie. Cette formation académique qui se fait à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec les étudiants civils se double d'une formation militaire. Il y a une formation militaire qui se fait en première année, donc la formation initiale du combattant, en deuxième année pour avoir le permis, en troisième année pour le stage parachutiste et en troisième année, il y a une dernière formation qui se fait à Ngor, la formation commando. Et en dehors de cette période de formation, il y a aussi des cours d'instruction militaire qui sont effectués à l'école. Ce que je retiens de l'école militaire de santé, c'est que d'abord, le fait d'être dans une structure militaire, ça crée l'émulation en permanence. Et quelque paresseux qu'on puisse être, on ne peut pas se permettre de rester en rade. La règle dans cette école, c'est que quand on rate son examen à la faculté, mais on est présenté devant un conseil de discipline qui, en fait, a pour habitude de proposer l'exclusion. La génération actuelle est fière du legs des anciens et compte maintenir le cap. Ça te pousse à bien travailler à la fac parce qu'il y a aussi une certaine attente des choses qu'on attend de vous et on doit se montrer à la hauteur aussi. Les anciens de l'école, ils ont eu un grand impact aussi bien que ce soit dans leur domaine, c'est-à-dire qu'ils soient pharmaciens, chirurgiens, dentistes, médecins ou vétérinaires, mais également dans l'armée. De cette institution sont issues de nombreuses personnalités du monde médical et universitaire, dont le Sénégal est fier. De beaux restes, disent les doyens. Depuis sa création jusqu'à ce jour, le choix pour y accéder est resté très sélectif. C'est par voie de concours pour les titulaires d'un bac scientifique ou par cooptation en fac de médecine. Mais avant tout, il faut être apte à servir sous les drapeaux. En nouvelle brève à présent, le Conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau va tenir ses assises du 1er au 5 avril prochain à Rabat au Maroc sous le thème « L'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en Afrique ». Cette rencontre va permettre entre autres de débattre des défis auxquels le continent fait face en termes d'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement ainsi que des perspectives visant à améliorer l'accès à ces prestations de base indispensables pour le développement durable. Cet événement international verra la participation de plus de 200 décideurs du secteur de l'eau et de l'assainissement au niveau de l'Afrique et des autres continents. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Karmat Agwataou, je vous retourne le plateau pour la suite du grand rendez-vous. Merci beaucoup à vous, Ulvaeus Balogun. Moi, je vous souhaite un bon retour chez vous, agréable soirée et bon début de week-end. Merci à vous de même. Merci beaucoup. Nous, on continue la randonnée. Il nous reste une rubrique et ça va être certainement la dernière. C'est Horizon Culture. Horizon Culture vous propose aujourd'hui de vous emmener dans l'univers de la performance artistique. Mais pour quelle fin, pour quelle finalité, pour quel objectif, c'est ce que nous allons essayer de découvrir, de savoir avec Jennifer Sativi et son invité. Nous allons d'abord regarder ce reportage de Patrick Atchabodjou sur la créativité. Je pourrais vous dire que par an, je fais au minimum 8 expos dans des lieux
prestigieux. Décor feutré et lucieux, tout visiteur au contact de ces peintures figuratives est ému par les couleurs. Un jeu de couleurs qui porte la signature d'un artiste, à la fois peintre et coloriste. Rafi Oke-Folaran, c'est lui. Ces tableaux puisent leurs éclats et originalité dans la peinture acrylique et à huile. Pendant mon parcours, j'ai beaucoup appris à travailler l'acrylique. Donc la peinture à huile s'est ajoutée au fil du temps parce que c'était devenu une nécessité pour continuer à peindre, pour faire évoluer mon travail. Son travail d'esprit est inspiré par l'actualité. Sur cette toile, l'artiste ose dénoncer ce qu'il voit autour de lui et ce qu'il regrette. Ce tableau, dénommé « La télé rend fou », en est une preuve. Les programmes de télévision doivent orienter les gens à travailler. Les autres, ils s'amusent parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ont construit pratiquement tout. Du coup, ils ont le temps de s'amuser. Nous, on n'a rien fait, on s'amuse. Nous sommes dans un monde globalisé. On est dans un village. Les autres nous bombardent. Ils ont assez de moyens de nous bombarder de tout ce qu'ils veulent. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait face à cela? Rafi Oke-Folaran s'ouvre à d'autres supports artistiques et donne au public un aperçu de la diversité de son univers pictural. L'inspiration de l'artiste est allée au-delà des tableaux. Ce vélo est l'un des moyens utilisés par l'artiste pour également exprimer son art. Ici, chaque visiteur reçoit un bout de papier sur lequel il doit mentionner un mot magique, un mot pour la paix et l'harmonie dans le monde. On connaissait le travail de Rafi qui était jusqu'à présent essentiellement pictural. Là, il apporte une touche, un plus à son travail. Et c'est très bien. Les performances sont éphémères, ça passe très vite, mais ça nourrit les débats. Et le bouche à oreille transporte très loin ce qui n'a duré que 30 secondes, 1 minute. Je pense que Rafi, en nous proposant une démarche singulière ce soir, aussi s'inscrit dans cette démarche de construction de la signature. Et je trouve ça remarquable. C'est un gain pour son cheminement, je crois. L'originalité de ses œuvres d'esprit a séduit les regards. Ce vernissage, suivi de 2 semaines d'exposition, témoigne de la vitalité de son talent et de ses ambitions à vendre l'art visuel béninois sous toutes ses formes. Patrick Adjagbodjou pour ce reportage, voilà, Horizon Culture avec Jennifer Sativi. Jennifer, bonsoir. Bonsoir, Karama. Alors aujourd'hui, vous avez décidé avec Rafi, que nous avons entendu déjà dans cet élément nous parler de performance artistique. Moi, j'ai retenu quand même une portion de ce reportage où il nous dit aujourd'hui, l'Afrique doit pouvoir penser les choses autrement. Les autres que nous suivons, malheureusement, sont déjà arrivés à une étape où ils se donnent le luxe de s'amuser, mais l'Africain que nous sommes, on n'a pas le droit de nous amuser maintenant. L'heure est au travail, il faut réagir et créer et pouvoir rivaliser avec les nations fortes. En tout cas, merci beaucoup pour le choix de ce sujet. Merci aussi à notre invité, ton invité. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par performance artistique, Jennifer? Vous avez fait une très belle introduction et puis vous avez su retenir, moi je suis bluffée parce que c'est ça justement. La performance artistique, c'est un procédé que les artistes ont trouvé pour attirer l'attention en fait, mais pour faire passer un message derrière. Mais nous n'allons pas en parler. C'est pour ça que nous avons reçu Rafi Oke-Folaran. Bonjour. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà, la première question que je vais vous poser. Selon vous, c'est quoi la performance artistique pour vous? Alors, la performance, c'est un art éphémère. En fait, c'est quand l'artiste va en contact du public, soit dans une galerie, dans un musée ou un lieu alternatif, ou même sur une place publique, et il se met en scène et il pratique un art qui n'est pas pareil, qui n'est pas la peinture, ni la photo, ni l'installation. C'est lui-même qui est l'acteur, c'est lui-même qui devient œuvre. Et du coup, à travers sa manière de parler, de danser, il peut utiliser même la musique pour attirer le regard, c'est vrai, et faire passer un message. Et aussi, parfois, il peut introduire le public
dans son œuvre. Là, on parle de l'art interactif. Vous voyez, il va vers le public, il les amène dans son œuvre. Et tous ensemble, ils vont créer une œuvre. Donc, c'est ça. Nous allons parler bien sûr, du message derrière, de l'objectif. Mais je vais vous demander si tous les artistes sont concernés, parce qu'il y a les musiciens, les danseurs. Eux, ils sont déjà tout le temps en train de se donner en spectacle. Est-ce qu'il leur faut aussi faire des performances artistiques? Alors, on pourrait dire que les danseurs, parfois, ils font de la performance artistique. Parce que la performance aussi, quand on dit d'avoir une performance, ça fait dans le temps, dans la durée de création. Parce que tu peux mettre ton corps dans une situation qui n'est pas habituée pendant un long moment. Et du coup, tu peux même, à la fin, te retrouver à l'hôpital. Je sais qu'il y a eu des artistes qui ont fait des chirurgies plastiques parce qu'ils avaient envie de toucher les gens. Du coup, ils se sont retrouvés sur le billard, sur une table d'opération où on doit leur enlever un organe ou même introduire un organe dans leur corps pour qu'ils puissent faire passer un message. Et concernant ce qui est des musiciens, on pourrait dire aussi que les musiciens, ils font de la performance parce que vous allez voir, ils vont danser, ils vont sauter, mais habituellement, on centralise, on réduit la performance à ce que fait le plasticien. En fait, sinon, on pourrait dire que le musicien et le danseur, en gros, ils font de la performance. Je pense qu'il vaut mieux qu'on limite, enfin, moi c'est ce que je souhaite, qu'il vaut mieux qu'on n'en arrive pas à des implants parce qu'on veut toucher, on veut passer un message, aller jusqu'à introduire un organe dans son corps. Si on pourrait vraiment réussir à canaliser cela ou à le circonscrire dans la peinture, ça va être plus intéressant parce que la peinture des gens en elle-même, elle est expressive. Elle passe un message pour ceux qui s'y connaissent. Oui, mais vous devez savoir que chaque pays et chaque temps a sa manière de s'exprimer. Il y a eu des moments où les artistes étaient obligés de passer par là pour se faire entendre. Oui, parce que quand il y a des moments où tu peux crier, tu peux sauter, tu n'es pas entendu et tu es obligé maintenant de mettre ton corps à l'épreuve. Parfois, il y a des gens qui se blessent et ils vont réaliser des peintures avec leur propre sang. Et du coup, ça va toucher et ça va ramener les gens à une prise de conscience par rapport au message. Vous remarquez que l'objectif est atteint souvent quand on fait tous ces excès-là, que ce soit dans l'habillement, l'accoutrement, la prestation. Est-ce que, Oui, l'objectif est atteint parce que l'objectif est de plusieurs manières. Déjà, tu attires le regard, tu attires la foule, tu laisses ton message et plus tard, ce message est répété, est entendu. Et bon, on ne peut pas changer tout le monde, mais tu peux changer quelques personnes, tu peux atteindre quelques personnes, tu peux toucher la sensibilité de quelques personnes. Parfois même, tu peux aller au-delà. Il y en a qui ont fait la performance et ils sont morts. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment aller jusqu'à cette extrémité-là? Nous vivons dans un monde, vraiment, je pourrais dire que... Le monde est si grave aujourd'hui qu'il faut aller jusqu'à ce Oui, parfois, les choses vont très très mal. Bon, écoutez, moi, je vais aller du côté de l'environnement. Vous voyez, le réchauffement climatique. Voilà, on pollue énormément, quoi. Il y a une prise de conscience à faire. Des fois, tu te demandes pourquoi il y a des cyclones, pourquoi il y a des ouragans à des endroits. Vous voyez ce qui s'est passé en Mozambique. Ils ne sont pas habitués à ces genres de choses. Moi, je crains qu'un jour, à Fidjilosser, qu'on retrouve, le jour quand ça va arriver à Fidjilosser, vous voyez, ça va dévaster jusqu'à Calavi. Encore qu'on en parlait tout à l'heure avec notre invité, l'environnement, la mer, parfois les vagues sortent de leur cadre. Et donc, en tant qu'artiste, on peut prendre des positions, on peut aller vers les gens pour leur montrer le danger, par exemple, d'utiliser les sachets plastiques, de les brûler, le fait de jeter les ordures partout, et l'hygiène. Voilà, c'est le rôle de l'artiste. Et parfois, il peut utiliser la performance artistique. Moi, par exemple, je pourrais proposer de demander que tout le monde jette les ordures devant la mairie de Cotonou pendant une semaine. Et ça pourrait les amener à dire, mais on va travailler un peu plus pour... Donc, voilà. Allez-y. Donc, finalement, c'est selon l'inspiration de chaque artiste, ou est-ce qu'il y a des standards, est-ce qu'il y a des formes de prestations artistiques ou est-ce que c'est selon l'inspiration? Oui, c'est selon le message que l'artiste a derrière, en fait, et ceux qui veulent toucher. C'est ça, en fait. On peut faire une performance qui va toucher, et je n'aime pas dire ce mot, les bas peuples. Et on peut faire une performance aussi qui va aller au-delà, qui va toucher les sommités, ceux qui dirigent. Ça dépend de l'orientation que l'artiste veut apporter à sa performance et le message qu'il a derrière aussi. Parfois, ça pourrait être un message politique, ça pourrait être aussi un message
voilà, de sensibilisation générale. Voilà. J'ai une question. Yes. Ça, c'est ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui explique vous déjà le choix de ce que vous avez porté, c'est autrement, parce qu'on vous a vu autrement tout à l'heure dans un élément, mais aujourd'hui on vous voit un peu, ça sort quand même de l'ordinaire. Oui. Certainement que vous avez un message à passer et c'est ça aussi votre performance ce soir. Oui, vous savez, moi j'habite en France depuis 2009, donc j'étais pas déconnecté du pays, mais je suis l'actualité à travers les réseaux sociaux et aussi à travers le journal de l'OATV que je reçois en notification. Et donc je travaille beaucoup sur l'actualité et je me suis dit, mais à ce moment-ci, il faudrait que je rentre pour pouvoir quand même... on a un problème politico-administratif, voilà, tout ce que vous savez, on a quand même, il y a quelque chose qui bouge ou qui s'arrête, qui se bloque, et je me dis, il faudrait que je donne ma voix pour partager avec les gens, pour faire avancer les choses. D'où l'initiative de votre performance et qui s'appelle Mot Magique. Mot magique. Alors, le mot magique, c'est le mot que je collecte les mots magiques, je vais vers la population et je leur demande, je leur donne un bout de papier et de croix écrit et je leur demande d'écrire un mot magique. Et je crois que vous êtes revenu là avec quelques mots magiques. Oui, est-ce qu'on peut les partager, ces mots magiques, avec, nos téléspectateurs? Oui, on peut bien les partager. Et donc, moi, ma tenue, vous voyez, comme vous m'avez demandé, ma tenue, c'est une tenue de performance. C'est une tenue que j'ai dessinée. Il y a des trucs qui scintillent, là. Oui, c'est des diamants. Oui, c'est des diamants. Oui, c'est des diamants, ouais, parce que je devais être dans ma plus belle tenue. Pour séduire, il faut être... Voilà, je dois être dans ma plus belle tenue. Et vous savez, la couleur rouge, c'est la couleur de l'amour, c'est la passion. Je voudrais bien qu'on partage rapidement quelques mots magiques. Je vois là la paix au Bénin. Oui, voilà, il y a la paix au Bénin. Ici, on peut voir... Progrès, consensus et paix. Parce que quand même, nous traversons une période sensible. C'est ça. Où on prépare les législatives. C'est ça. Et puis, vous voyez, il y a beaucoup de paix qui reviennent dans la colonne. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est des gens, je vais vers eux. Et donc, ça montre que les gens, ils aspirent. Jennifer Sachivi, quel est votre mot? Quel est votre mot magique? La paix aussi. J'y pense beaucoup ces temps-ci, la paix. La paix. J'aurais écrit la paix si j'étais à la place des autres. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Vous avez compris que votre rubrique, elle est finie. Oui, elle est finie. Voilà. Rafi ne nous a pas expliqué, il n'a pas le temps de nous expliquer comment ces mots magiques vont avoir l'impact qu'il souhaite. Mais le temps est fini. J'espère qu'on va revenir là-dessus bien après. Donc, merci d'avoir accepté merci notre de m'avoir invitation. reçu. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Monsieur Rafi, pour ce moment de partage où nous avons conjugué, ne serait-ce qu'en quelques minutes, la paix. La paix, on la souhaite pour chacun de vous individuellement, dans votre petite cellule et puis au sens élargi pour le Bénin et pour le monde entier. Merci beaucoup à vous. Jennifer Sachivi, je vais vous raccompagner tout doucement et nous allons suivre ensemble en nouvelle diffusion la météo.
était bien, qui finit bien. Le grand rendez-vous pour le compte d'aujourd'hui, stop et fin. Merci beaucoup à vous pour votre aimable attention. Nous remercions également cette équipe technique qui nous a accompagnés depuis le lundi. Jules Akweikou, Arnaud Tosset et puis Arnaud Torbeno. Merci beaucoup à toute cette équipe, aux journalistes qui sont restés aussi avec nous. Nous vous souhaitons tout simplement une belle soirée et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.